Un autre cas particulier assez typique, la lagune. Vous voyez sur la capture d'écran du fond de carte qu'on a un petit étang et on peut voilà, observer les courbes de niveau tout autour qui indiquent bien qu'il y a une pente tout autour, et donc on peut s'imaginer que l'eau s'écoule tout autour et est recueillie dans ce petit étang duquel part ensuite un ruisseau. Alors techniquement, je ne sais pas vraiment si lagune est le terme exact, moi j'ai toujours appelé ça comme ça. C'est un cas un peu classique en fait de zone humide où se recueillent les eaux de ruissellement dans ce genre de configuration où on a des collines qui remontent un peu tout autour. Ça peut arriver parfois aussi à flanc de collines. Et c'est des cas dont il faut toujours se méfier, parce que si on n'a pas l'expérience, on peut se dire tiens, il y a un étang, ok, aucun souci, il y a forcément de l'eau dedans, je vais faire mon plein d'eau là-bas et planifier ça comme un point d'eau principal. Mais comme je disais, dans ce genre de configuration, s'il n'y a pas une rivière ou un ruisseau permanent qui alimente l'étang, et que c'est un petit étang dans cette configuration avec les courbes de niveau comme ça autour, etc., ce que j'appelle lagune, voilà, il faut toujours se méfier parce que ça donne un lieu à ce genre de zone humide où on a toute la végétation caractéristique des zones humides, des roseaux, etc. Mais très souvent, voilà, alors on peut trouver de l'eau si on va creuser en plein milieu. Le problème, c'est que c'est boueux, etc. On va s'enfoncer, ça va être très compliqué en fait d'accéder à un endroit où effectivement on va pouvoir collecter de l'eau. Donc dans ces cas-là, en général, il va falloir éviter la lagune elle-même et puis descendre en contrebas pour récupérer l'eau dans le ruisseau qui part de cette lagune. Mais encore une fois, ce genre de ruisseau, c'est pas toujours garanti en fait qu'il soit bien alimenté. Et puis très souvent, même quand c'est marqué un ruisseau, ce que vous allez trouver, ça va être une bande d'herbes humides, ces herbes caractéristiques des zones humides. Si vous voyez ce genre de lagune dans les prés et qu'il n'y avait pas d'arbres ici, on pourrait ne voir en fait qu'une bande d'herbes humides, et lorsque vous allez sur place, vous avez du sol extrêmement spongieux, mais dans lequel en fait vous ne pouvez pas vraiment collecter d'eau pour vous réapprovisionner si vous avez besoin de filtrer 2 litres pour refaire le plein. Donc voilà, c'est des points d'eau qu'on peut prendre en point secondaire et qu'il faut apprendre à détecter, à ressentir. C'est vraiment du feeling, ça. Objectivement, il y aurait pu avoir une source, une veine d'eau qui alimente un étang. Mais voilà, il faut tenir compte des courbes de niveau, etc. Et ensuite, c'est au feeling. Sur ce genre de configuration, il y a quand même voilà, une bonne probabilité de ce que j'appelle lagune, et donc de zone humide dans laquelle c'est très compliqué de se réapprovisionner. Allez, histoire de l'avoir dans la vidéo, nouvelle situation. On est ici dans un fond de Talweg. Petit ruisseau, temps pluvieux, il pleut depuis plusieurs jours, constamment quasiment. Et voilà, peut-on faire le plein d'eau ici? Qu'est-ce qu'il en est? En l'occurrence, voilà, je viens d'en remplir 5 litres, cette bouteille en plastique, et puis la vache à eau 4 litres à fond, parce que je vais remonter en haut de ces petites montagnes, passer au-dessus des écoulements et des ruisseaux, et puis je vais passer un bon bout de temps là-haut, donc il me faut de l'eau parce que je n'ai pas trouvé d'écoulement ensuite pour me rapprovisionner. Et donc oui, dans ces situations de fond de Talweg en période pluvieuse, lorsque ça fait plusieurs jours qu'il pleut constamment, etc., en réalité c'est l'une des rares situations où voilà, on ne prend presque pas de risque à faire le plein d'eau, y compris sans filtrer, puisque voilà, les collines, les arbres, tout a été déjà amplement lavé par la pluie. Donc si voilà, il y a des substances liées à l'aviation ou autres qui se sont déposées, elles ont déjà été lavées et puis écoulées. Donc c'est à ce moment-là, voilà, dans le milieu fin des périodes pluvieuses, c'est là où on va trouver l'eau la plus pure. Après, la pluie elle-même n'est pas exempte voilà, de pollution atmosphérique qu'elle absorbe au fur et à mesure lorsque l'eau se condense dans les nuages. Donc voilà, toujours par précaution, toujours mieux de filtrer, mais ça fait partie des situations voilà, où on pourrait s'en passer, ou en tout cas voilà, on ne prend pas de gros risques à s'en passer. On continue maintenant avec une source juste ici. Je ne sais même pas si j'ai dans le cadre. Ouais, voilà, je la voyais pas avec les contrastes. Donc là, voilà, petite source en moyenne ou basse montagne, donc aucun souci, en filtrant bien évidemment. Alors même si en théorie en fait c'est le genre de cas où voilà, l'eau sort de terre, donc elle n'est pas polluée par des choses en surface, mais en réalité en particulier il me semble dans les régions particulièrement rocheuses,
C'est pas exclu en fait que des eaux de ruissellement en fait s'infiltrent dans des cracks, dans des fissures de la roche. Et si la veine d'eau en fait n'est pas très profonde et qu'elle circule pas mal en surface, en fait il y a des eaux de ruissellement qui peuvent s'infiltrer et rejoindre cette veine d'eau et donc y apporter des éléments chimiques. Et c'est un cas que j'ai déjà rencontré avec un panneau d'analyse chimique, panneau un peu touristique d'analyse chimique qui expliquait cette problématique et en disant voilà, qu'il y avait une veine d'eau mais que l'eau voilà, n'était pas particulièrement potable, qu'il y avait une présence de produits chimiques dedans. Du fait de ruissellement de surface qui s'infiltre dans des fissures de la roche et que comme voilà, la veine d'eau affleure parfois, elle peut être polluée. Donc toujours filtration avec filtre en fibre creuse, mais autrement aucun souci. Cas suivant dans la série des excavations en bord de chemin. Voilà, on a ici une excavation qui sert à recueillir les eaux d'écoulement qui proviennent des fossés. On est vraiment, alors ça vous ne le voyez pas, mais on est vraiment dans un massif paumé au milieu des bois, donc voilà, il n'y a pas de risque de pollution chimique à proximité. On a une météo pluvieuse, il pleut bien, ça alimente les écoulements et ça permet de recueillir de l'eau ici. Et on voit voilà, que c'est un endroit où les animaux a priori ne viennent pas. On est vraiment au bord de cette semi-carrossable très fréquentée. On a des parois très abruptes, ça ressort jamais bien sur l'image, mais c'est quasiment vertical. Donc on sait que voilà, les animaux n'arrivent pas en haut. Très peu probable qu'ils viennent s'abreuver ici par le fossé. Et puis quand on examine de plus près, voilà, il n'y a pas une empreinte de biche. Donc dans ces conditions-là, voilà, il n'y a pas non plus de couleur d'essence à la surface de l'eau, il n'y a pas de vieux bidons dedans ou de pneus ou de trucs bizarroïdes qui traînent dans le fond du trou. Donc dans ces conditions-là particulières, où on sait que l'eau qui est dans le trou voilà, est arrivée dans la journée, dans les jours précédents, du fait des intempéries actuelles, qu'il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de traces de pollution ou de choses qui pourraient polluer l'eau, il n'y a pas d'odeur particulière, pas de couleur d'essence ou de couleur bizarroïde de l'eau. À ce moment-là, on peut se réapprovisionner dedans en filtrant bien entendu comme d'habitude. On se trouve ici dans un petit alvègue, voilà, un petit coin secret de baroudeur avec un cours d'eau, même multiple en certains endroits, et ce qui s'apparente à un puits. On a ici donc ce semblant de puits et en été il arrive que le cours d'eau soit à sec ou quasiment à sec, mais qu'on trouve de l'eau là-dedans du fait de la profondeur et puis que l'eau circule parfois en sous-sol. En réalité, il ne s'agit pas d'un puits, ici il s'agit plus alors d'un semblant de puits, mais plutôt d'un point d'accès technique, je pense pour des vannes ou des trucs d'entretien en fait, pour des points de captage. Et donc on a ici, juste à côté, dissimulé sous les feuilles, une plaque. Et donc voilà, dans ce petit alvègue, c'est toute une zone de captage. Je ne sais pas si ce point-là est encore en fonctionnement, mais il y a d'autres points beaucoup plus en contrebas, proches de la ville. Toujours est-il voilà, que cet exemple-là, c'est pour illustrer un peu les très rares exceptions où on va rencontrer un puits, soit à l'abandon ou un puits voilà, un peu dans des coins reculés, dans d'anciennes fermes ou je sais pas, à la campagne. Parfois ça peut arriver qu'on trouve un puits, et puis en particulier dans ces situations-là où on est dans un fond de talweg, et puis parfois pour assurer en fait la possibilité d'un approvisionnement en eau, que ce soit pour les humains ou les animaux, ça peut arriver. C'est vraiment le cas typique en fait où on va trouver un puits dans le fond du talweg pour pouvoir s'approvisionner en eau quand le cours d'eau est à sec en été. Et il faut vraiment se méfier de ce genre d'endroit si le puits n'est pas couvert, s'il n'est pas protégé, s'il n'y a pas de signe d'entretien, qu'il y a de l'eau dedans, que ça a l'air croupli, etc., qu'on n'a pas une bonne visibilité. Si on peut vraiment contrôler visuellement l'eau, le problème se pose beaucoup moins, mais si c'est difficile, s'il y a de la profondeur, etc., il faut vraiment se méfier, en particulier quand on est dans de la forêt, comme ici, des endroits un peu sauvages, parce que c'est l'endroit typique où des animaux peuvent tomber dedans, que ce soit des souris, des petits rongeurs, voire des oiseaux, ou un chat, voilà, tout ce genre de petits animaux, un renard, voilà, qui peut voir de l'eau, être un peu curieux, un peu trop curieux, perdre l'équilibre, tomber dedans et ne pas parvenir à en ressortir. Et du coup, l'animal voilà, se décompose au fond du puits et si on a le malheur de prendre de l'eau là-dedans, on va être sacrément malade. Donc à moins d'avoir vraiment un contrôle visuel et puis de voir que le puits est entretenu ou qu'il est protégé quand on n'est pas là, etc. Sur les genres de puits sauvages comme ça, il faut vraiment se méfier et autant que possible les éviter. C'est-à-dire que là, s'il y a de l'eau dans le puits,
préférer l'eau courante dans le cours d'eau que l'eau dans le puits. Et puis, quand il y a des doutes, filtrer. Et puis, si le doute est trop important, éviter. Voilà. Nouveau cas particulier, comme d'habitude, quand on se trouve dans des situations compliquées où on manque d'eau, etc., on peut en arriver à se poser la question. Ici, on a une semi-carrossable qui est complètement embourbée, ça devient de la boue et compliqué d'y circuler. Et donc, ce qu'ils font dans ce genre de cas, c'est que très souvent, ils creusent des excavations sur le bord pour recueillir l'eau et tenter d'assécher la voie de circulation, qui ici est pleine d'eau, en dépit du fait qu'on se trouve en haut d'une colline et que là, juste au bout, ça descende. Et donc, ce genre d'excavation recueille les eaux de pluie qui s'écoulent sur le chemin. Et alors, les montagnards qui filtrent leur eau dans de jolis torrents avec des live straw et des catadines bifree, etc., sont en train de flipper. Mais en rando campagne, c'est parfois des points d'eau qui peuvent être envisagés quand on n'a plus d'eau, quand on n'a pas d'autre option, quand il est tard et puis qu'on a 10 ou 15 bornes de plus à marcher pour atteindre le prochain point d'eau. Inévitablement, à un moment donné, on finit par croiser ce genre de trucs ou de situations dans lesquelles on va se demander finalement est-ce que je pourrais pas prendre de l'eau là-dedans si c'est que une barrière psychologique et qu'il n'y a pas de raison objective en fait de ne pas la consommer. Et donc, sur ce genre d'endroit, là c'est une période où il a pas mal plu, donc c'est de l'eau qui est assez récente, qui s'est accumulée là, et donc ça va être toujours pareil, odeur, couleur et puis traces. Donc on n'a pas de couleur d'essence en surface, l'eau n'est pas putride, elle n'a pas une couleur bizarroïde autre que celle de la terre. Elle n'a pas viré sur des couleurs bizarroïdes avec des algues qui moisissent dedans. Et puis il n'y a pas de traces d'animaux aux alentours. Alors en général on regarde sur la partie la plus accessible et puis les animaux ne s'embêtent pas plus que nous. S'il y a une partie accessible, ils ne vont pas en général tenter d'aller boire du côté où c'est super raide. Ils vont le plus souvent venir du côté où c'est plus facile. Donc c'est un bon indicateur s'il n'y a pas une trace de biche ou de chevreuil ou de sanglier sur le côté le plus facile, s'il n'y a pas de traces de sangliers qui sont roulés dans la boue à proximité, c'est qu'a priori le point d'eau n'a pas été utilisé par les animaux et donc qu'il n'y a pas de déjection dedans. Et donc, alors pas avec un catadine bifree ou pas un live straw ou pas un Sawyer, tous les filtres en fibre creuse vont s'encrasser vraiment quasi instantanément avec ce genre de flotte. Et donc ça fait pas sens de boucher son filtre avec ça. Mais par contre, les catadines en céramique, tous les filtres céramiques dont on peut laver la céramique, ça ne pose aucun problème. Et donc on va pouvoir filtrer sans problème abondamment là-dedans. Et puis même relaver son filtre là-dedans, parce que du coup, une fois que toute la terre, tous les sédiments sont accumulés sur le filtre céramique, même cette eau boueuse en fait est moins chargée en sédiments que ce qu'il y a sur le filtre en céramique. Et donc ça permet toujours de rincer son filtre en céramique là-dedans. Et donc voilà, ce genre de point d'eau, dans cette configuration-là, si je manquais d'eau, si j'étais dans une situation un peu compliquée où j'ai pas, soit je suis dans l'obligation de remarcher 10 km sans flotte, là je suis chargé en eau parce que je sais, je monte sur les crêtes et puis j'ai 10 km à marcher sur les crêtes, mais en admettant que j'ai pas eu de point d'eau la veille ou comme ça, et puis que je sois reparti au matin sans eau ou avec très peu d'eau et puis que je n'ai que ça, pour moi là dans cette situation-là ça ne poserait pas de problème. J'ai le Catadine Pocket sur moi, donc filtre céramique. Et j'aurais pas de réticence à me réapprovisionner là-dedans. Un cas d'ornière, donc ici j'arrive de la semi-carrossable au milieu de la futaie de hêtre, et puis je suis rentré dans ce layon afin d'aller explorer la zone qu'on voit à l'extrémité où il y a du soleil. Et on a des orties, c'est un coin humide, et puis c'est ce layon qui est à l'ombre en permanence, et on a juste ici une belle grosse ornière bien remplie avec un bon volume. Et ça encore, c'est un cas où si on est dans une situation où on n'a plus d'eau et puis nos points d'eau sont super loin, etc. Quand on voit une ornière comme ça avec ce volume d'eau dans cet état-là, on peut être amené à se poser la question. Et donc, c'est toujours les mêmes principes, odeur, couleur, trace. Donc pas d'odeur, pas de couleur visible en surface. L'eau en elle-même, évidemment, ça a l'air un peu brun du fait de la couleur de la terre dans le fond, mais l'eau en elle-même n'est ni brune, ni verte, ni rien. On a ici un petit peu, par contre, où c'est un petit peu trouble. C'est pas toujours le cas, mais parfois c'est des larves, etc.,
qui sont en suspension. Là en l'occurrence, je ne sais pas si c'est le cas, mais parfois avec les têtards, on a des espèces de trucs troubles comme ça en suspension dans l'eau. Donc ça, voilà, c'est un élément à prendre en compte. Et si on regarde sur le bord, là, a priori, voilà, il n'y a pas vraiment de traces fraîches bien marquées, excepté à un endroit, et c'est pas moi qui les ai faites, juste ici. Là, on voit que les herbes sont aplaties. Je vais essayer de vous faire des visuels où on le voit un peu mieux. Et donc là, très probablement, même si ça peut, voilà, c'est les herbes un peu qui sont sur le terre-plein central de cette voie d'accès, voie forestière. Donc là, elles sont sur le bord, donc évidemment, ça rebique un peu naturellement, mais quand même, elles sont somme toute assez aplaties, ce qui peut permettre de penser qu'un animal, à un moment donné, est venu ici, ou bien un autre gars comme moi est venu mettre les pieds ici. Mais bon, en soi, voilà, c'est tout le tour n'est pas immaculé d'empreintes, etc. Donc personnellement, dans cette situation-là, compte tenu vraiment du contexte, hein, c'est pas une règle, mais là c'est un truc qui est à l'ombre en permanence. Il n'y a pas de couleur, pas d'odeur, à part ça, pas 50 000 traces, et puis il n'y a pas de traces dans le fond. Donc là, moi je peux me ravitailler là-dedans en dépannage si je suis en galère, si j'ai pas d'autres points d'eau, si j'ai encore des bornes et des bornes à marcher, je vais filtrer là-dedans. Et puis je vais faire ma popote avec. Potentiellement, c'est-à-dire en fonction de la situation, combien de kilomètres il me reste à marcher, etc. C'est une situation où en fait potentiellement je ne vais pas forcément remplir toute ma poche à l'eau, mais je vais en remplir une bonne partie, de quoi vraiment couper ma soif. Je peux prendre 1 litre ou 2, et puis je teste. Alors voilà, des fois voilà, je commence à filtrer, on peut goûter tout de suite. Le goût, au bout du compte, ça c'est aussi un indicateur. Ce genre d'eau, ça a toujours un goût de terre, hein. Ça il faut le savoir, quand on prend de l'eau dans une ornière, ça a toujours un goût de terre. Donc c'est tout à fait normal. Mais voilà, s'il n'y a pas d'autres goûts bizarroïdes qui éveillent des soupçons sur la salubrité de l'eau, je peux remplir 1 à 2 litres et puis faire ma popote le soir avec, m'hydrater le soir pour passer la nuit, et puis rejoindre le point d'eau le lendemain tranquillement. Voilà, et puis ouais, toujours essayer dans ces cas-là, hein, quand c'est des points un peu critiques comme ça, toujours essayer de faire le maximum pour la sécurité. Donc voilà, filtrer, faire bouillir au maximum. Éventuellement, la technique, hein, c'est quand on veut essayer de sauver son confort au maximum, on peut faire bouillir l'eau, la laisser refroidir, ou bien faire du thé le soir, et on fait tout simplement bouillir le thé de façon à ingurgiter de plus grosses quantités d'eau sans avoir à tout faire bouillir. Comme ça, voilà, on boit une petite quantité filtrée non bouillie, et puis on rajoute une bonne quantité bouillie, plus la quantité pour la cuisine, qu'on fait bouillir pour des pâtes ou autre. Au final, on arrive quand même à ingérer une bonne quantité d'eau, ce qui nous permet de rester hydraté jusqu'au lendemain, et puis de passer le cap.